bienvenue à tous ceux qui nous retrouvent maintenant sur YouTube. Merci à tous ceux qui êtes présents ici dans cet auditorium pour la 8e édition du Forum du rétablissement sur l'art de se rétablir, la créativité. Eh bien, comment cette créativité facilite-t-elle les rencontres? Comment elle génère du lien? Comment elle nous ouvre aux autres? Voici quelques-unes des questions que l'on va évoquer avec nos invités de cette deuxième table ronde que je vous prie d'accueillir. Les voici, en commençant en principe, je crois, par Nathalie Barthes, voilà, qui arrive, suivie de Isabelle Le Gouic, de Laure Mollier, Laure M. et Sulicat. Bienvenue, prenez place, asseyez-vous. Alors, quelques mots sur chacun et chacune d'entre vous. À gauche, en commençant par la gauche, Sulicat, vous êtes artiste visuel pluridisciplinaire, très impliqué dans les questions de santé mentale. Laure M, vous êtes auteur, interprète, on vous voit souvent sur scène, et puis vous êtes également cofondatrice de l'association Les Soleils Noirs, qui accompagne les artistes en situation de handicap psychique. Isabelle Le Gouic, vous êtes vidéaste, auteur et interprète dans le groupe musical Fictazic et animatrice d'ateliers d'écriture. Et Nathalie Barthes, vous êtes coach professionnel, père aidante en troubles du comportement alimentaire, et puis vous avez écrit, vous interprétez un seul en scène qui s'appelle Mon cher corps et qu'on pourra d'ailleurs voir très prochainement dans une dizaine de jours au festival Facette, le Facette Festival, qui est le week-end du 30 septembre et du 1er octobre. Oui, et ils sont tous sur ne touchez rien en principe aux interrupteurs. Allô. En principe, tout marche. Voilà, allez-y. On m'entend ? Oui. Allez-y. Oui, le Facette Festival qui a lieu les 30 septembre et 1er octobre à la Cité Fertile de Pantin. Et c'est un festival qui est dédié à la santé mentale. Et il est organisé par et pour les jeunes qui souhaitent parler de façon décomplexée, bienveillante de santé mentale. Voilà, donc un très très bel événement qu'il est important effectivement de souligner et que je vous invite donc à aller faire un tour à Pantin dans 10 jours. Et puis pour voir Nathalie qui sera sur scène dimanche midi. Midi et demi, le dimanche 1er octobre. À midi et demi à la Halle Conopé. Bon, arrivé à midi, parce qu'il y aura du monde. Alors justement, Nathalie, j'avais envie de commencer avec vous, parce que dans ce que vous dites, dans ce que vous racontez, j'ai l'impression qu'avant qu'il y ait une rencontre avec les autres, est-ce que finalement le premier autre, c'est pas son corps, finalement? Oui, alors si tu me permets, j'aimerais juste faire un mini oui. lien avec la table ronde d'avant. Bien sûr. Il y a deux choses qui ont fortement résonné pour moi. Déjà, à force que j'entende le mot patient, moi, selon moi, c'est un mot qui me lourdifie profondément. Et ce que je souhaite, ce que je rêve, c'est qu'un jour, on appelle des actions pour des acteurs de leur prise en charge. Donc voilà, c'est l'association Opélia qui emploie ce terme-là. Je trouve qu'il est très très fort pour être acteur, actrice de sa prise en charge. Et la deuxième chose, c'était Juliette qui parlait de « il faut que ». Et ça a résonné aussi très fort pour moi parce que selon moi, la créativité, justement, m'amène à enlever ces injonctions-là. Enfin voilà, j'avais juste envie de faire un petit lien avec la table ronde d'avant. Tout à fait d'accord oui. sur cette fameuse injonction « il faut que », et d'ailleurs elle semblait dire qu'effectivement il était essentiel de s'en débarrasser. Juste un petit retour sur le mot sur patient, le mot patient. Sophie Martinon en a parlé aussi, et elle a dit que bien souvent les patients étaient très patients et que finalement elle louait cette patience dont on peut comprendre de la part des usagers qu'ils soient beaucoup plus impatients. Et puis moi, ce que j'ai entendu ce matin, mais je pense qu'on y reviendra très probablement, c'est l'urgence, et notamment l'urgence de créer, notamment quand on est dans une situation difficile. Voilà, mais je vous laisse la parole donc sur cette idée de, en tout cas cette question, est-ce que le premier autre, c'est pas son corps qu'il faut rencontrer? Oui, bah justement, donc pour le thème de cette table ronde sur la créativité avec la rencontre, selon mon vécu, la créativité, justement, c'est comme un média, un terreau, un terrain de rencontre, justement,
c'est le prétexte, la créativité de la rencontre, avec d'abord soi, en osant dire, en fait. Ensuite, par le regard, justement, en élargissant, en fait, son angle de vue sur son parcours de vie. Et aussi, donc, en étant dans la présence, en disant « je suis là ». Et du coup, par cette créativité, justement, en fait, moi, j'ai voulu mettre en scène, en fait, cette rencontre que j'ai vécue avec mon corps et qui m'a aidée, en fait, dans mon parcours de rétablissement en lien avec une addiction alimentaire. Donc, voilà, je dis père aidante en trouble du comportement alimentaire, mais si j'étais vraiment juste avec moi-même, ce serait père aidante en addiction alimentaire, parce que de mon vécu, c'était une véritable addiction, quoi. Voilà. Mais oui, il y a une double, il y a une triple rencontre justement dans cette notion de rencontre par la créativité. Mais justement, on est depuis ce matin à effectivement envisager les troubles souvent sous l'angle assez complexe d'un mélange d'addiction, de compulsion, d'obsession, enfin de troubles obsessionnels compulsifs, etc. Les choses sont effectivement protéiformes. Protéiforme. C'est-à-dire que c'est une combinaison, c'est-à-dire que effectivement, et notamment, on y viendra aussi à nouveau à la troisième table ronde. Il y a la dimension addiction, elle est, elle est récurrente en fait dans beaucoup de symptômes. Oui, mais oui, en fait. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Et bon, je vais faire attention au temps, mais je pourrais en parler des heures. Et c'est vrai que je suis de plus en plus confrontée par mon seul en scène. Maintenant, j'ose plus dire, voilà, seul en scène sur l'addiction alimentaire. Ça devient malgré moi un peu un combat de dire oui, le TCA peut être vraiment une addiction. Voilà, c'est le même circuit avec les 5C et tout ce qu'on peut connaître dans les addictions. Mais oui, justement, en fait, le TCA, le trouble du comportement alimentaire, il y a cette notion justement de répression. Voilà, et du coup, la créativité, ça m'a amené à aller vers justement l'expansion de mon corps et de cette notion justement de rencontre avec mon être. Oui, je suis aussi un être créatif. Je ne suis pas juste une personne malade, patient, passif. Voilà, donc oui, je suis un être aussi créatif. Qui a envie de prendre la parole sur cette idée de rencontre et peut-être même de rencontre d'abord avec soi avant d'aller vers les autres? Isabelle? C'est aussi évidemment quelque chose qui me parle. Dans mon cas, c'est peut-être moins une notion de rencontre avec mon corps, même si évidemment qu'il est là. Dans mon cas, grâce à des activités artistiques et entre autres la participation pendant de nombreuses années à des ateliers d'écriture, le fait d'écrire, de mettre des mots en lien avec les autres, de mettre des idées en lien avec les autres, je pense que c'est quelque chose qui m'a permis de recréer du lien à l'intérieur de moi-même, de créer une forme d'unité en quelque sorte. Et parfois, lorsqu'on est en souffrance, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de... Enfin, quelque chose qui éclate, qui se disperse dans certains cas. Et je pense que l'écriture m'a permis donc de relier ce qui était un peu cassé, ce qui était un peu éclaté, et donc m'a permis moi-même donc de créer ma propre unité et de me retrouver, de me rencontrer en tant qu'être uni et rassemblé. Et dans un second temps, effectivement, lorsque les écrits sont partagés, sont lus, qu'on donne la possibilité à un public, à un auditoire de les entendre ou à des personnes de les lire dans une publication, et bien là, c'est la rencontre avec l'autre. Et c'est vrai que dans mon cas, j'ai la chance grâce à toutes les activités créatives que je fais, et notamment aussi l'écriture de chansons, et le fait de faire des concerts, donc de rencontrer un public, eh bien, voilà, il y a cette dimension-là qui est de rencontre avec moi, puis de rencontre avec les autres, qui se produit. Est-ce que quand on est sur scène, par exemple, quand vous êtes sur scène, au cœur de
enfin en tout cas d'une de vos démarches artistiques, en chantant sur scène. Est-ce que vous découvrez une autre vous, enfin d'autres ressources que vous ne soupçonniez pas? Alors, moi, j'ai vraiment découvert une ressource et j'en ai été vraiment très étonnée, c'est que je suis plutôt une personne assez timide en général et assez réservée, qui reste assez en retrait. Je souris parce que tout à l'heure, on parlait un peu de ça toutes les deux en aparté. Et lorsque je fais des concerts, mes amis ou les personnes qui me découvrent ou qui me connaissaient, mais pas en tant qu'artiste qui chante face à un public, qui me connaissaient avant et qui me voient là, dans ce rôle-là, si je puis dire, sont très étonnés, en fait, en me disant « Mais c'est incroyable, tu es une vraie animatrice, tu rebondis systématiquement sur ce qui se passe, tu as un lien avec le public. » Et ça, c'est quelque chose que j'ignorais complètement de moi. Donc ça s'est révélé dans ce genre de circonstances. Et sans doute parce que là, quand je fais un concert, comment dire, je sais pourquoi je suis là. On a beaucoup entendu cette phrase ce matin dans la première table ronde. Beaucoup de personnes ont dit « Aujourd'hui, là, je sais pourquoi je suis là ». Eh bien, quand je fais un concert, c'est pareil. C'est-à-dire que je sais que je fais un concert parce que je vais chanter des chansons, que je vais essayer à la fois d'éprouver du plaisir à le faire et de donner du plaisir au public. Et ça fait disparaître tous mes empêchements que je peux avoir dans ma vie quotidienne et les difficultés. Je croise quelqu'un que je connais dans mon quartier ou dans mon immeuble et je ne sais pas quoi lui dire et je me sens maladroite et je parle de la pluie et du beau temps. Et là, je suis très mal à l'aise parce que je ne sais pas pourquoi je suis là avec elle. Et je n'ai pas un objectif ou quelque chose de précis. Donc là, je me sens mal à l'aise. Quand je fais un concert, je sais pourquoi je suis là, je sais quel est l'objectif. Et du coup, tout vient naturellement. Rien n'est calculé dans ce que je dis, dans l'humour dont je peux faire preuve sur scène. Tout est spontané, improvisé, et ça passe très naturellement. Et pour vous, Laure, comment ça se passe, vous qui êtes sur scène aussi, qui écrivez, qui chantez? Alors, pour revenir justement à la rencontre avec soi et avec les autres, moi, je suis bipolaire et je vis avec un trouble bipolaire. En tout cas, tout mon environnement familial, on est presque tous bipolaires. Enfin, mes parents étaient bipolaires, mes grands-mères, mes tantes, donc toute la famille, cousins, cousines, je suis la seule. Mais bon, c'est pas fini. En fait, quand j'ai commencé à chanter, à danser, pour moi, c'était une manière de transcender toutes ces racines, toute cette souffrance, et de magnifier, et aussi, en fait, finalement, de fuir, puisqu'en fait, la pratique du chant et de la danse n'ont pas empêché le fait que je tombe malade, et que ma vie s'arrête, et par pointillé, en fait, voilà. Et pour reprendre ce que tu dis, Isabelle, le fait que, en fait, bien souvent, on pense, d'autres personnes vont nous percevoir comme égoïstes, comme qu'on pense qu'à nous-mêmes, et en fait, non, on n'a plus. Moi, de mon vécu, on n'est plus nous-mêmes, on n'a plus de soi, on n'a plus d'ego, on n'a plus de corps, on n'a plus comme la notion de quelque chose, du corps qui nous contient. On est diffus, dispersé. Et en fait, l'art m'a pas empêché en fait de tomber malade. Et c'est en me stabilisant que j'ai repris la voie du chant. Et pour parler de rencontres, oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, pour rebondir sur ce matin, osons rêver. En fait, je me suis dit, sous les conseils de mon psychiatre, allez, je reprends le chemin de la création, et avec mon histoire, avec ma maladie, je me suis dit, tu vas écrire des chansons sur ton histoire, et comme ça, c'est bien, tu restes dans ton thème, et si tu retombes malade, tu auras encore plein d'idées, plein de sources d'inspiration. Et c'est vrai que ça a commencé comme ça, raconter mon histoire, mais me la raconter à moi. Et les premières chansons, en fait,
j'ai rencontré une écrivaine, Virginie Joannet, et on est partis toutes les deux dans cette aventure. Au début, en fait, mon idée, c'était plus de faire une pièce plutôt théâtre, où elle écrivait, elle aurait écrit les textes de cette pièce. Et rapidement, on a fait des séances, c'est parti d'interviews, et finalement, elle m'a proposé qu'on travaille ensemble. Et on est parti, du coup, j'ai ressorti des textes que j'ai écrits quand j'étais internée, voilà, soit en phase maniaque, soit en phase de mélancolie profonde. Et voilà. Et maintenant, eh ben, c'est parti de rencontres, c'est parti d'amitié, d'amour. Et voilà. Et les chansons bipolaires sont nées comme ça, en fait, par la rencontre, par le fait via Virginie, j'ai pu me raconter à moi mon histoire et petit à petit être autonome aussi dans l'écriture des chansons, la composition des textes et aujourd'hui écrire et composer entièrement mes chansons. Et voilà, c'est la rencontre avec moi, me raconter mon histoire, la raconter aux autres. Et voilà, et pour revenir à l'association, les Soleils Noirs, donc c'est des proches qui se sont rassemblés autour de moi, de ce projet de pouvoir rencontrer les publics pour raconter ce que c'est vivre avec un trouble psychique, avec les émotions, avec les sentiments. Et ouais, parce que je pense que, pour rebondir aussi avec ce qui a été dit ce matin, je pense que c'est un médium et enfin, il y a pas mieux, je pense, que les émotions, les sentiments, pour faire vivre, même à ceux qui vont pas comprendre si on lit un mode d'emploi, etc. Là, je pense que c'est comme ça. Voilà. Et donc, grâce au Soleil Noir, là aussi, c'est des rencontres. Et ben, je peux rencontrer, être là avec vous et vous parler. Et voilà. Merci Laure. Célie, comment ça s'est passé pour vous, effectivement, ce phénomène? Est-ce qu'il y a eu une rencontre avec vous-même d'abord, peut-être plus, enfin, qui a précédé la rencontre avec les autres dans votre expression artistique? Oui, je dirais qu'il y a eu une rencontre avec moi-même dans le sens où mes troubles sont apparus très tôt quand j'étais adolescent. Et j'ai vu beaucoup de psy, beaucoup de psychiatres, et je ne trouvais pas forcément de vérité dans ce qui se disait durant ces entretiens que je pouvais avoir avec les professionnels de santé. Et c'est plus par le dessin, du coup, que j'ai réussi à mettre des mots sur ce qui m'habitait, dans le sens où j'ai réalisé un projet d'illustration sur les psychopathologies, où je me suis amusé à représenter chacune des psychopathologies existantes. Et c'est grâce à ce procédé, justement, que j'ai pu m'auto-diagnostiquer dans un sens, enfin, me reconnaître dans certains troubles qui ne m'avaient pas été diagnostiqués avant. Et ouais, il y a eu cette rencontre par le dessin qui m'a permis, en réalisant ce projet, du coup, j'ai dû beaucoup me documenter et regarder beaucoup de témoignages, en lire beaucoup. Et il y a eu une première rencontre, on va dire, avec l'expérience d'autrui qui m'a permis de me légitimer dans ma propre souffrance et de mettre des mots sur ce qui m'habitait. Voilà. Et c'est un projet que je continue maintenant en illustrant des témoignages de personnes directement concernées par la question des psychopathologies. Et c'est quelque chose qui m'a donné d'autant plus d'entrain dans mon propre parcours de soins, dans le sens où je me suis autorisé à être mal, à me sentir mal, chose que je n'osais pas forcément faire avant. Et en côtoyant justement plusieurs témoignages de personnes qui souffraient, me dire que c'était OK de souffrir et qu'il y avait des solutions et que je n'étais pas obligé de rester dans un flou et dans une errance médicale. Est-ce que dans ces moments où on se sent mal, vous, en l'occurrence, vous aviez quand même la force de créer, ou vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui incubait? Comment ça se passe dans ces moments-là, au niveau de la créativité?
Dans ces moments-là, ça va être plutôt compliqué pour moi de créer. Je vais être beaucoup plus sensible à des créations externes, de la musique notamment, qui va me stimuler à dessiner, à monter mes vidéos, à prendre des photos. Mais je suis désolé, je suis en pleine dissociation, du coup c'est super compliqué de communiquer. Jusqu'à maintenant, c'est très clair. D'accord, ok. Ouais. Mais dans ma tête, c'est le fouillis là. Si vous voulez faire une pause, on Non, peut non, ça reprendre va après. aller. Vous pouvez En me tout cas, jusqu'à répéter? maintenant, c'est très clair. Ouais. D'accord. Bah, moi-même, je ne sais plus très bien. Bah, on est... Je ne sais plus. Est-ce que dans ces moments, Ah oui. dans ces moments, Oui, voilà. Du coup, oui, ça va être assez compliqué pour moi de me mettre à l'action. Et c'est justement dans ces moments-là où je suis le plus mal que je vais aller vers l'autre, on va dire, et trouver une source d'inspiration dans son histoire ou oui, dans son vécu, dans ses émotions, parce que les miennes ne me permettent pas de créer sur le moment. Et du coup, je vais me baser sur l'autre pour pouvoir créer. Ouais, vous m'avez parlé effectivement du fait qu'effectivement, forcément, notre créativité se nourrit des autres. Et donc, il y a cette inspiration que vous revendiquez, hein, qui peut effectivement venir des autres. Et c'est quelque chose de très riche dans votre façon de créer, non? Ça représente quasiment la totalité de ce que je crée, enfin, créer avec l'autre et créer pour l'autre. C'est une façon aussi de mettre de la distance par rapport à ses propres problèmes que de se focaliser sur la vie d'autres personnes. Et vous pouvez me répéter la question, je suis désolé. Oui, bah vous venez d'y répondre, c'est-à-dire je parlais de l'inspiration, le fait de s'inspirer des autres, et vous me disiez, enfin, en préparant cet événement, que vous étiez très à l'aise avec le fait de s'inspirer des autres, qu'il n'y avait pas du tout de jalousie, et que, au contraire, on s'enrichissait mutuellement. Enfin, je ne me trompe pas? Oui, totalement. Ouais. Totalement, c'est ça. Oh, j'ai un peu trop précédé vos propos. Je vous prie de m'excuser. Isabelle, je vous voyais un peu réagir là sur cette idée de partage, d'inspiration, etc. Vous aviez peut-être quelque chose à... Non, c'est peut-être parce que je vis Ouais. pleinement ce que j'entends. Tant mieux. Je suis très réceptive. Qu'est-ce qui se joue dans ce processus créatif et dans cet élan créatif que vous savez quand même tourner vers les autres? Parce que vous avez une œuvre créative qui va être vue, entendue, etc. Quand vous créez, et vous savez que votre œuvre, elle va être médiatisée. Enfin, vous allez la montrer, vous allez être sur scène, on va écouter votre musique, on va voir votre seul en scène. Qu'est-ce que ça produit dans votre Alors, en ce qui me concerne, en fait, ça dépend des périodes. Ouais. C'est-à-dire qu'à une époque, quand j'ai commencé à écrire de la poésie, à écrire des chansons ou à faire des vidéos, à faire différentes activités créatives, dans un premier temps, je n'avais pas du tout l'idée qu'à un moment donné, ce que je faisais rencontrerait un public. Donc, c'était très confidentiel. Je le partageais avec très peu de personnes autour de moi. Et donc, je ne créais pas à cette époque-là pour dire aux autres, pour m'adresser aux autres. Et il est arrivé un moment où les choses, elles basculent du bon côté. Et à force d'entendre autour de moi, « Ah, mais c'est bien, ah tiens, mais tes chansons, mais elles sont drôlement chouettes. Ah, mais il faut qu'on travaille ensemble. Ben, moi, je chante aussi. Ben, si tu veux qu'on fasse ça, c'est ce qui s'est passé pour moi. » Une amie m'a entendu chanter une de mes chansons comme ça, où je m'accompagnais à la guitare très maladroitement, parce que je ne suis pas guitariste. Et puis elle a tout de suite adoré, et elle-même, elle chante depuis des années. Et elle m'a dit, mais c'est le genre de chanson que j'aimerais chanter. Donc tout ça pour dire qu'il y a eu des rencontres, on parlait de rencontres. Il y a aussi des rencontres à un moment donné, ou aussi parfois à un moment donné où on va mieux. Si j'avais rencontré cette amie-là 10 ans plus tôt, je pense que même si elle m'avait dit « Oh, c'est joli ce que tu fais » ou « C'est bien, on pourrait faire quelque chose ensemble », j'aurais fait une grande marche arrière et j'aurais dit « C'est impossible pour moi », ça m'aurait fait peur. Cette rencontre, elle a eu lieu à un moment où c'était possible.
Et tout ça pour dire que maintenant, c'est vrai que maintenant, quand j'écris des chansons ou quand je fais des films ou quand je fais différentes activités, je sais qu'elles vont s'adresser à un public. Mais pour autant, je ne les fais pas d'une façon différente de la façon dont je les faisais avant. C'est-à-dire que chez moi, il y a quelque chose qui est très spontané. Je fais ce qui me traverse, en fait. Il y a des mots qui me traversent, il y a des musiques qui me traversent, il y a des paroles, il y a des images qui me traversent. Et d'un seul coup, je vais reprendre un mot qui a été employé ce matin et qu'on a repris tout à l'heure, c'est le mot urgence. D'un seul coup, j'ai un sentiment d'urgence et de nécessité à créer avec ce qui me traverse. Mais c'est pas fait avec l'idée que, tiens, bah alors, qu'est-ce qui pourrait plaire au public, ou qu'est-ce qui pourrait les intéresser, ou qu'est-ce qu'il faudrait que je leur dise. Ça se passe même pas comme ça. J'ai même pas l'impression de contrôler ça. C'est vraiment ce qui me traverse, et d'un seul coup, j'ai besoin de l'exprimer. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. C'est super. Justement, Laure, je vous voyais prendre le micro. Est-ce que c'est pour réagir notamment sur cette notion d'urgence, ce besoin de créer qui, à un moment donné, urge? Oui, bah moi, là, en ce moment, c'est un peu ce que je vis. Pour voilà, le besoin d'écrire des nouvelles chansons. Il y avait quelque chose... Jusque-là, en fait, j'étais sur... alors, d'abord parler de est-ce que... je pense que c'est très personnel. Est-ce que quand on est en dépression profonde, est-ce qu'on peut créer? Est-ce qu'on est en phase maniaque? Alors, moi, je pense qu'il y a des... D'abord, c'est très personnel, et je pense qu'il y a des paliers. Moi, je sais que quand j'allais dans les phases voilà, d'euphorie, c'était par paliers. Et en fait, les premiers paliers, j'arrivais à créer. Et pareil en mélancolie, les premiers paliers. Et je crois l'urgence, par contre, en mélancolie, c'était plus... Il y avait ce besoin obsessionnel, mais où en effet, c'est pas très construit, mais il y a comme une matière. Et c'est ça que j'ai eu envie, en effet, aujourd'hui, en reprenant des textes, c'est vraiment des bribes de textes, ça permet de garder un peu comment dire, les racines, en tout cas, la souffrance, son odeur, tout ça. Et en fait, pour pouvoir justement, à un moment donné, parce qu'elle est peut-être trop brute, pouvoir ensuite la donner, la ressentir en moi, et ensuite, parce que je la ressens en moi, la faire ressentir à l'autre en résonance. Voilà, ça, je crois que c'est assez personnel, quel moment on crée. Et c'est intéressant aussi il faut que, parce qu'en ce moment, je suis aussi dans ça, et des fois, ça marche pas, et des fois, ça marche. Parce que c'est justement la question aussi de l'inspiration. Parce qu'il y a des moments, on n'est pas inspiré, on se dit, tiens, j'ai envie, là, j'ai envie d'écrire voilà, là, en ce moment, j'ai envie d'écrire sur... là, jusque-là, j'avais tout rejeté en bloc, l'histoire de ma mère, de mon père, de mes grands-mères. Et là, en déménageant, il y a eu tout le grenier avec des cartons de photos. J'avais tout. Enfin, dès lors que j'ai commencé à être malade, j'ai tout mis au grenier, hein, vraiment. Et j'ai plus regardé de 15 ans, en fait. Et quand là, en fait, c'est venu, c'était le bon moment, comme si dans cette étape aussi de raconter mon histoire, j'ai besoin maintenant de raconter celle de ces femmes, principalement des femmes autour de moi. Et jusque-là, j'y arrivais pas. Et là, aujourd'hui, oui. Et ces photos, voilà, c'est un véritable trésor. Et j'ai envie. Et là, en ce moment, justement, je suis aussi dans il faut que, mais il se passe quelque chose. Voilà. Et là, j'ai passé un peu de temps avec ma grand-mère. Et là, je me suis dit, et je crois que là, on est dans le travail. À des moments, il y a l'inspiration. À des moments, c'est facile même. Mais à un moment donné, ça l'est plus.
aussi. Même dans ces étapes où ça semble facile, c'est toujours un moment inconfortable. Et il faut que ça m'énervait, j'arrivais pas. Ça m'a pris des jours à trouver cette mélodie pour ma grand-mère. Et voilà, et ça commence. Tu es belle, mamie, tu es belle. Il est beau ton cœur, il est beau. Quand tu te réveilles, mamie, tu es belle. Tu nous entoures avec des je t'aime. Voilà, ça c'est le refrain. Voilà. Et le il faut que, des fois, c'est bien aussi. Voilà. Merci Laure. Je voulais rebondir sur la notion de rencontre quand tu parlais. Donc, on parlait d'abord en premier lieu de la rencontre avec soi. Moi, quand j'ai commencé à écrire Mon cher corps, en fait, au départ, c'était quand j'étais en cure thermale. C'était ma 5e cure thermale, où je pensais encore que ça allait me délivrer de mon addiction alimentaire. Et en fait, à cette époque, donc, j'étais en psychothérapie avec une ancienne hyperphagique comme moi. Et du coup, en fait, à cette époque-là, c'était simplement... Donc, je pensais pas du tout que ça allait donner aujourd'hui Mon cher corps. Et en fait, je me notais juste les étapes en fait, de mon parcours de rétablissement, mes prises de conscience, mes doutes, mes peurs, mes joies. Donc vraiment, moi, au début, c'était pour répondre à cette peur d'oublier en fait ce par quoi je suis passée et par tout mon parcours de rétab. Et ensuite, en fait, j'ai fait un stage de théâtre. Donc là, je suis allée vers les autres. J'ai osé aller vers quelque chose qui me titillait et qui me mettait en vie, en fait. Et là, j'ai vécu un réel coup de foudre pour le théâtre. Et c'est en fait à cette époque, et du coup à cette époque-là, donc pour reprendre le titre de cette table ronde, j'ai osé et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire de mon parcours de rétab un seul en scène. Et pour la rencontre suivante, et bah, du coup, bah, après, il m'a fallu, parce que la créativité, du coup, m'a apporté le fait d'oser aller vers l'autre, d'oser aller à la rencontre des autres personnes. Donc j'étais allée à ma rencontre, j'avais fait le point sur mon parcours, et après oser aller à la rencontre. Et donc à cette époque-là, j'ai commencé du coup à écrire. Et mon premier texte, c'était la lettre à mon cher corps, et c'est pour ça que ça s'appelle Mon cher corps, et qui m'est venu vraiment mais tout de suite, d'un coup, sur une feuille, après un cours de théâtre. Et tout ça pour dire que du coup, cette rencontre du coup, avec cet art, le théâtre, ça a été ensuite de partir à la rencontre des personnes, du coup. Parce qu'en fait, vraiment, mon seul en scène, aujourd'hui, j'en suis à la V7.2 de mon texte. Mon texte a évolué, en fait, avec mon parcours, en fait. Aujourd'hui, je suis abstinente de mes compulsions, donc je me suis rétablie. Donc, mon texte n'a rien à voir avec quand j'ai commencé à l'écrire et aujourd'hui. Parce qu'après, il a fallu faire tout mon parcours de rétab que j'ai noté, un texte pour pouvoir aller vers l'autre, en fait, pour pouvoir oser, en fait, partager mon parcours. Et ce qui est très important aussi dans cette notion de rencontre, j'espère du plus profond de mon cœur qu'un jour, dans le public, il y aura justement les personnes qui m'ont accompagnée dans mon rétablissement pour leur dire merci aussi. C'est très important aussi dans cette rencontre, parce qu'on est plusieurs, quand il y a une rencontre, de pouvoir dire merci en fait aux personnes qui m'écoutent en fait. Et du coup, donc aujourd'hui, mon texte, voilà, il y a plein de choses que j'ai barrées, il y a plein de choses que j'ai enlevées parce que c'était plus juste en fait. Et du coup, voilà, au début, c'était un parcours de rétablissement, et aujourd'hui, c'est vraiment pour aller vers les autres, le seul en scène. C'est plus maintenant, voilà, mes 2 premières de mon seul en scène, en gros, bon, excusez-moi, ça vient comme ça, mais j'ai vomi tout mon vécu, quoi. Je me suis lâchée d'un poids. Et aujourd'hui, maintenant, c'est, voilà, je sensibilise, c'est les 2 vocations de ce seul en scène, sensibiliser à l'importance de la résonance du corps et témoigner que le TCA peut être une véritable addiction. Et donc, du coup, voilà, maintenant, c'est vraiment purement un seul en scène, parce que c'est important que ça soit pas juste moi. Il faut que ça puisse aller résonner chez les personnes. Et comme on a tous un corps, non, ça résonne pour le moment. Tant mieux, ouais. Sully,
Vous m'avez parlé d'hypersensibilité. Bon, on est nombreux à être hypersensibles, évidemment, autour de cette table et dans cette salle. Mais là, c'est probablement très, très fort chez vous. Et en même temps, il y a cet intérêt pour la psychologie, vous me dites, enfin, vous m'avez dit. Donc, ce sont incontestablement des moteurs très, très forts pour créer et puis aussi pour comprendre. Oui. Oui. Bah, pour ce qui est de l'hypersensibilité, il y a une forme d'empathie innée qui se dégage de cette affection, on va dire. Et vous pouvez répéter la question? Ouais, bah, je parle. En fait, je vous lançais sur deux items qui m'ont marqué quand vous m'avez parlé. C'était très forte hypersensibilité, et puis cette envie de chercher, de comprendre, comme vous l'avez déjà évoqué dans vos premiers itinéraires créatifs. C'était finalement, ça vous a permis de comprendre beaucoup de choses, mais parce que vous avez fait beaucoup de recherches, comme le disait François Flavenne ce matin. Le fait de faire des recherches permet aussi d'avancer, quoi. Oui, totalement. Comment vous le vivez au quotidien dans votre démarche créative? Bah, j'ai l'impression que j'évolue au même titre que mes recherches évoluent, enfin que mon diagnostic s'étaye et que mes troubles aussi s'étayent à mesure que je fasse plus de recherches et que j'entende des témoignages de différentes personnes. Et il y a une expression, moi, que j'ai beaucoup aimée, j'aimerais bien que vous la développiez un peu pour nous tous, c'est la notion de deuil créatif. De deuil créatif. Ouais. Vous vous souvenez? Non, pas du tout. Non, vous ne savez pas en avoir parlé? Non. 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 Alors, je suis peut-être pas la meilleure personne pour l'exposer. Probablement, vous aviez voulu exprimer le fait de faire le deuil d'une situation et peut-être même d'une œuvre, ou à travers une œuvre, et de passer à autre chose. Mais si ça vous dit rien, alors peut-être que... Non, ça me parle pas du tout. Alors, on va en faire le deuil et on va passer à autre chose. Oui, Nathalie, oui. Je viens de dire un truc sur le deuil, je ne sais pas si ça va résonner en vous. Mais moi, aujourd'hui, pour pouvoir jouer Mon cher corps, j'ai dû faire le deuil, en fait, d'une certaine façon, de mon parcours de rétablissement. J'ai dû m'émanciper, dans le sens où, justement, m'émanciper, dans le sens où je ne suis pas juste un sujet en thérapie, en psychothérapie, même si je continue à prendre soin de moi de ce côté-là, mais voilà, je ne suis plus juste une personne hyperphagique, mais que maintenant, aujourd'hui, je suis une personne qui transmet mon histoire. Donc, c'est une notion de faire le deuil de notre parcours de rétab. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle, mais faire le deuil d'un certain vécu, en fait. Ouais. Parce que pour pouvoir transmettre, en fait, parce que moi, pour pouvoir aller vers la transmission de mon expérience, il faut que j'ai ça fait penser aussi au recul, du coup, au recul nécessaire. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, ça me fait penser à ça quand vous avez dit deuil, en fait. Mais du coup, pas créatif, deuil. Pour moi, c'est un petit peu différent, mais c'est intéressant justement qu'à travers nos expériences respectives, il puisse y avoir des approches qui sont différentes et complémentaires. Mais je viens d'oublier, moi aussi, on est très... Qu'est-ce que je voulais dire? C'est bien, on est en osmose, là. Ah oui, c'est ça la question. Ce deuil a permis d'aller à la rencontre des personnes. Enfin, ce deuil a permis de s'émanciper pour pouvoir justement, pour rester dans le sujet, pour aller à la rencontre des autres, en fait. Et enfin, moi, ça a été nécessaire. Alors le deuil, je sais pas, mais en tout cas, je pense dans le travail, enfin, de chacun. Puis pareil, là, c'est vraiment tellement personnel. Les stratégies, les contre-stratégies,
contrôle, non contrôle. Ce matin, on parlait de l'improvisation, plutôt la structure. C'est intéressant parce que je reviens là-dessus sur l'improvisation. Moi, je viens plus d'une formation en improvisation. Et il se trouve qu'avec mon trouble psychique, c'était pas du tout la forme artistique qui m'allait, en fait. Et c'est quand j'ai commencé... Voilà, c'est trop, il n'y avait pas assez de cadre, pas assez... Voilà. Et j'allais trop loin. Donc, en fait, avec mes professeurs... Qui a dit que vous alliez trop loin? Voilà, il y a des profs, notamment de danse. Voilà, et pour eux, j'allais trop loin. C'est-à-dire, voilà, c'était limite. Et voilà, pour eux, il y avait une forme d'expression de la folie, quoi. Il y avait un fil où... Voilà. Et il se trouve que en travaillant là sur ce projet des chansons autour de la bipolarité, couplet-refrain, j'adore, en fait, c'est très structuré. Et voilà, on revient sur la contrainte. C'est une contrainte voilà, qui me va bien. C'est à la fois simple et puis pas simple du tout, parce que c'est difficile de faire simple. Et voilà, et à des petits moments, en fait, sur scène, j'ai ces moments voilà, où je sors du cadre. Et voilà, et là, il y a cette magie. Et c'est vrai que pour rebondir sur aller vers l'autre, les rencontres, et pareil que toi, Nathalie, en fait, au départ, je voulais chanter en structure de soins. Donc moi, voilà, j'avais un peu mis de côté tout ce qui était concert sur scène, parce que voilà, tout s'était arrêté, ça reprenait, ça s'arrêtait. Je ne pouvais pas me projeter comment je serais dans 6 mois, dans 1 an. Donc les musiciens, voilà, au bout d'un moment, les gens arrêtent de travailler avec toi, parce que voilà. Et donc je me suis dit, voilà, je vais chanter en structure de soins. Et c'est vraiment grâce à l'amour et l'accompagnement que j'ai eu que je me suis retrouvée à faire des rencontres. Et je crois que c'est ça aussi, c'est que mon trouble et ma créativité, se retrouvent ensemble, se rencontrent, mais voilà, aussi à l'extérieur et aussi dans les rencontres. Et ce qui a été formidable, ça a été la rencontre avec des élus, directeurs de l'ARS aussi, voilà, de chez nous, de Nouvelle-Aquitaine, des directeurs de théâtre. Et déjà, dans les rencontres, de faire de la sensibilisation. Et tout ça, c'était un tout. Et une formidable sensibilisation, c'est l'affichage. Alors, l'affichage, c'est extraordinaire. Chez les commerçants, voilà, parler. Et voilà. Et puis, il y a les concerts, voilà. Et la rencontre, voilà. Et je me suis retrouvée à rencontrer un public, les publics, et là, en me disant, voilà, ça a du sens, je sais pourquoi je suis là. Au départ, c'était, allez, on y va avec la maladie, ensemble, on va créer. Et là, on est ensemble. Par contre, c'est OK, en effet, pareil que le monsieur qui était là tout à l'heure. Daniel d'Espagne. Ouais, pour finir là-dessus, moi, je ne me sens pas du tout rétablie. Voilà. Je me sens aussi, comme lui, plutôt stabilisée, ou alors rétablie par moment. Parce qu'en fait, ça, on en parlait tout à l'heure, de cette légitimité aussi d'être là aujourd'hui. Et si c'est dans une période où c'est compliqué pour nous, on se dit, tiens... ouais, je suis pas patiente experte, finalement, je suis pas père aidante, nanana. Et au contraire, je me suis dit tout à l'heure que, au contraire, c'est super qu'on ait des moments où on retombe un peu, où on remonte, parce que là, on revient à notre source. Et c'est là qu'on est OK, c'est quand on se dit, c'est notre source. Et c'est notre source de mort, et notre source de vie, c'est notre source de créativité. Et je pense que l'art, c'est sur ces singularités qu'elle puisse... tout son amour, voilà, son inspiration. C'était long, désolé. Merci Laure, c'est puissant. Qui a envie de prendre la parole? Juste une mini rebondissement. Ce que tu dis, Laure, ça me fait penser à qu'on ait une addiction ou pas, qu'on ait un trouble ou pas, peu importe. On est tous des êtres humains.
Et selon moi, en fait, pour moi, la créativité, en fait, elle témoigne de l'amour que l'on se porte à soi, en fait. Voilà, je voulais juste te dire ça. Une petite phrase qui m'est venue en écoutant Laure, en fait. Parce que la créativité, c'est sortir des cases, pour reprendre les termes de ce matin, c'est sortir des il faut que, c'est sortir des injonctions, c'est, excusez-moi, mais j'ai envie de le dire comme ça, c'est fermer la gueule au tribunal de grande instance, nos juges. Voilà, donc pour moi, la créativité, en fait, elle témoigne de l'amour que l'on se porte. Voilà. Et c'est qui le tribunal de grande instance? Ce sont les autres, son entourage, proche, médical, ça peut être soi-même, c'est... Je le dis dans le seul en scène. Il faut aller voir le seul en scène, vous voyez. Non, c'est tous les juges, en fait. C'est une image que me témoignait mon ancienne psychothérapeute, c'est que elle me disait, Nathalie, vous, en fait, vous êtes la pilote, et derrière vous, il y a les passagers. Donc, il y a on va dire, bon, il y a le mauvais père, il faut que, il y a, ah, mais tu devrais faire ci, il y a tous nos juges, quoi, en fait, toutes nos croyances limitantes, tous nos cartons rouges, comme je le nomme aussi dans l'enseigne. Voilà. Cette question de la légitimité et du beau, ça a été amené par plusieurs. Bien sûr, je pense qu'il faut s'accorder cette légitimité-là. Enfin, je vais vous donner la parole. Et puis aussi sur le beau, parce que peut-être qu'au départ, on fait quelque chose qui n'est pas forcément satisfaisant. Et puis peut-être que dans le chemin créatif, ça va le devenir. Qu'est-ce que ça vous suggère? À titre personnel, justement, comme je disais tout à l'heure, que quand je crée quelque chose, c'est vraiment quelque chose de très spontané et qui n'a pas toujours pour objectif initial d'être beau ou d'être réussi, mais en tout cas de m'apporter une satisfaction par le fait de le faire et par le fait de pouvoir exprimer quelque chose que je ressens. Et il m'arrive souvent, en fait, quels que soient les modes d'expression artistique que j'emploie, de ne pas avoir d'objectif de qualité en le faisant, mais plutôt de m'intéresser à tout le processus. C'est-à-dire de me rendre compte, tiens, il y a cette idée qui vient de me venir, tiens, ce mot vient de me passer par la tête, tiens, cette image, je viens de penser à une image, je peux en faire quelque chose. Et de me rappeler au fur et à mesure que je fabrique quelque chose ou que je construis quelque chose sur le plan artistique, créatif, de découvrir en même temps que je le fais. Chez moi, ça se passe toujours comme ça. Quand j'écris un texte ou une chanson, un texte, je découvre au fur et à mesure ce que j'écris et je ne sais pas avant véritablement ce que je vais raconter. Je sais seulement de quelle émotion j'ai envie de parler ou de quelle atmosphère j'ai envie de parler. Et donc, je le découvre en le faisant. Et donc, ma satisfaction quand je crée quelque chose, c'est de me rendre compte, en fait, de ce besoin d'urgence et de nécessité que j'ai éprouvé à un moment donné, qui m'a poussé à le faire. Et après, de me rendre compte des différentes étapes et de tout ce processus créatif que je découvre au fur et à mesure que je le fais. Et ensuite, parfois, maintenant de plus en plus souvent, mais pas toujours, j'éprouve une satisfaction en me disant tiens, ça c'est beau, tiens, ça c'est réussi, tiens, ça c'est drôle, ça c'est pertinent, tiens, ça va plaire à certaines personnes, ça va les amuser. Enfin voilà. Mais quand je fais quelque chose, il n'y a pas du tout l'idée du beau ou de quelque chose de réussi. Et vous, les autres, Sully, par exemple, c'est quoi votre objectif quand vous créez? L'objectif premier, ça va être de donner de l'émotion, enfin de parler d'une émotion et me focaliser sur cette émotion, faire appel à mon être intérieur pour pouvoir exprimer au mieux cette émotion et de pouvoir la véhiculer, enfin toucher au maximum de personnes par le biais de la création et de faire écho et voilà. Il y a une phrase que vous m'avez dite que j'aime beaucoup, c'est toucher pour être touché. Toucher pour être touché, ouais.
Ouais. C'est-à-dire que finalement, le fait de toucher vous touche encore plus que vous ne l'étiez déjà auparavant, c'est ça? Carrément. Ouais. Le fait d'avoir des retours, des personnes qui pleurent devant une vidéo, un dessin ou une photo, c'est quelque chose de super, super émouvant en fait. Et ça enrichit et ça marque encore plus la légitimité à se dire qu'on est apte à faire ce qu'on fait. Et ça fait plaisir. Enfin, de toucher quelqu'un, c'est super plaisant. Qu'est-ce que ça vous apporte le retour des autres quand vous êtes sur scène, par exemple? Le retour, bah c'est ça, c'est de sentir à un moment que quand on ressent sa propre émotion, c'est là que, en fait, c'est pas comme ça, c'est à l'intérieur, comme voilà, toutes les petites cellules qui chantent ou qui sont là, qui essayent de se rassembler. Et dans la sincérité, bah voilà, je pense que c'est arriver à se ressentir sa propre émotion qui fait qu'on peut la faire ressentir aux autres. Et ça, ben, c'est la magie. C'est pas à chaque fois, c'est pas des fois hein, le concert du début à la fin, mais en tout cas, ce qui est formidable quand on travaille avec son trouble, eh ben c'est quand on est stressé, tendu, et qu'on est angoissé, ou qu'on se dit « Ah mince, pourquoi je me suis mis là ?» voilà. Et en fait, si on est sincère, qu'on dit au public eh « ben voilà, je suis stressée » ou là, je suis hyper tendue. Mais en fait, le public, il est avec nous. Et justement, avec nos troubles, eh ben, comme à des moments, on va gérer plus ou moins bien nos émotions, notre stress, eh ben, comme on est dans la santé mentale, comme on est là justement pour se décomplexer, pour en parler, même si ça sera mal pris ou quoi, ben en fait non, le public il part tout de suite. Et c'est dans cette sincérité que là, eh ben, on revient à la magie. Et la magie, elle est aussi là dans... Je crois que la magie, c'est la sincérité. Et la sincérité, c'est une vibration. Et c'est déjà un son, une musique. Voilà. Alors, bravo. Là aussi, ce que je vais vous dire entre complètement en résonance avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que lorsque je fais des concerts, j'ai beaucoup de plaisir à partager avec le public. Et il m'arrive souvent d'avoir des trous de mémoire. Et quand je chante mes propres chansons, et des chansons que je chante depuis plusieurs années, je suis très sujette aux trous de mémoire. Et en fait, ça passe très très bien avec le public parce que le public, il voit que je suis authentique. C'est-à-dire que j'arrive pas en roulant des mécaniques en disant je suis une professionnelle, vous allez voir ce que vous allez voir. Non, voilà, j'arrive, j'essaye de faire du mieux que je peux, je donne tout ce que je peux, mais je sais que de temps en temps, il peut y avoir une défaillance et donc un trou de mémoire. Et en fait, lorsque ça arrive, évidemment, intérieurement, je suis en colère contre moi et très embarrassée. Mais ceci dit, je ne le montre pas, je fais rire le public. Je joue de ce trou de mémoire avec le public, dans un petit échange, dans une improvisation parlée, alors que la musique continue, que je cherche encore les paroles, et je parle, et j'improvise, et je dis un truc drôle, etc. Et après, je me raccroche au texte. Et après, à la fin du concert, quand je discute avec des personnes du public, elles me disent « Ah, mais c'était génial, ce truc-là !» Et il y a des personnes qui m'ont dit « Il faudrait que tu refasses ça à chaque fois. » Non, je dis surtout pas, parce que dans ce cas-là, ça serait plus authentique. Je veux rester naturel et j'espère ne plus avoir de trou de mémoire. Mais tout ça pour dire que, justement, cette authenticité, le public la reçoit. Ils savent que, voilà, je fais de mon mieux et que par moments, c'est un peu plus compliqué, mais c'est sincère. Et ce sont des moments de créativité aussi. C'est-à-dire que dans ce moment de difficulté sur scène, c'est aussi un moment où il y a urgence et nécessité à être créatif. Ça me fait penser à plusieurs choses. La première chose que je me suis dite en vous écoutant, c'est que moi, j'apprends à recevoir, en fait. C'est que j'ai beaucoup de retours positifs. J'ai même là, j'ai du mal à le dire,
du public. Et c'est vrai que j'apprends, je suis sur ce chemin d'apprendre à recevoir. Ce qui m'est venu aussi, c'est quand je suis sur scène, alors du coup, c'est bien, ça fait un lien avec le TCA, donc c'est conforme, c'est que le public me nourrit. Du coup, le public me nourrit, et en fait, c'est ça qui me fait surkiffer. C'est de jouer avec le regard des personnes. C'est de jouer en fait avec ce que je vais ressentir, pour reprendre vos termes, la magie de l'âme. En fait, la magie des âmes qui s'entremêlent. Et c'est ça qui me fait vibrer le plus haut point, quoi. Au point que quand j'ai joué le 1er mars dernier au Palais des Arts de Vannes, il y avait plein de projecteurs, et pour moi, c'était juste insupportable. Parce que du coup, je cherchais comme ça, je m'en fichais, même si j'étais comme ça, je cherchais en fait le regard des personnes, et qui est pour moi en plus le miroir de l'âme. Et ce qui m'est venu aussi sur cette notion d'authenticité, c'est que, en fait, justement, pareil, au Palais des Arts, moi, malheureusement, souvent, quand je suis sur scène, j'ai très vite la bouche sèche, et j'ai besoin de boire régulièrement, donc j'essaie d'en faire aussi un jeu. Et au moment où j'ai voulu boire au Palais des Arts, sur la scène, j'arrivais plus à ouvrir ma gourde. Mais vraiment plus, quoi. Donc j'ai essayé bien sûr, j'ai joué avec ça. Et puis du coup, je me suis foutu la paix. Et j'ai joué avec ça encore plus avec mon pianiste, Emmanuel. Et en fait, tout le monde était mort de rire, quoi. Donc non, ça, c'est vraiment top, quoi. Là, vous touchez à l'importance de l'imprévu. Et dans la création, souvent, c'est finalement assez essentiel. Il y en a beaucoup qui m'en ont parlé de cette... l'imprévu, l'accident. Isabelle en particulier, il me semble, sur le chemin de la création. Finalement, on prend des directions qu'on n'avait pas forcément anticipées au départ. Comment on le vit, ça? J'ai appris assez rapidement, finalement, à le vivre bien et à comprendre que je pouvais en tirer des bénéfices. Que quand, par exemple, je fais un dessin, parce que, en fait, ce qu'il faut aussi que je précise peut-être, c'est que je suis vraiment autodidacte dans la plupart de mes domaines d'expression artistique, que ce soit au niveau du dessin, les arts plastiques, la vidéo, la chanson aussi. J'ai pas pris de cours de musique, je sais pas. Donc évidemment, quand je me lance dans une activité créative, il arrive souvent que les choses ne se passent pas comme je l'avais prévu. Quand je fais un dessin ou un collage ou quelque chose, il est arrivé souvent que ça ne prenne pas la direction que je croyais être en train de prendre, parce que ce que je viens de dire avant est inexact. Quand je dis ça n'a pas pris la direction que j'avais prévue. Je vous ai dit tout à l'heure que je prévois rien quand je crée et que ça se fait progressivement. Mais néanmoins, à un moment donné, quand je sens qu'il y a une espèce de direction là que je suis en train de suivre, qui se dessine devant moi et j'avance dans cette direction, et par moments, je me rends compte qu'il y a un petit accident de parcours, un geste maladroit, quelque chose qui dysfonctionne. Et les premiers temps, quand ça m'arrivait, j'étais un peu catastrophée en me disant « mince, c'est dommage, là, ce que je faisais, ça avait l'air pas trop mal. » Et c'est gâché. Et puis après, je me suis dit, mais non, c'est pas gâché. Soit cet accident va devenir la pièce centrale de ce que je suis en train de créer, et c'est-à-dire que au milieu de ce qui a été raté dans mon dessin, je vais composer à partir de ça et en faire un élément de la création et lui donner un sens en quelque sorte ou un intérêt. À ce défaut, à ce qui semble être un défaut. Donc finalement, ça nourrit aussi ma créativité et c'est bien parce que comme je ne suis pas une grande technicienne dans pas mal de domaines, ça vient donner encore plus d'intérêt à ce que je fais. C'est plus riche que si j'étais dans la maîtrise totale. C'est beaucoup plus riche, c'est plus inattendu parfois. Je suis parfois moi-même surprise par ce qui est en train de se passer et je me laisse surprendre par ce qui arrive
et je m'empare de ce qui arrive pour cheminer un peu différemment. Et voilà, donc finalement, c'est quelque chose que je vis bien. Même en scène, en concert, malgré le stress que ça peut provoquer d'avoir un petit accident de parcours, eh bien, je me dis, il faut te servir de ce qui se passe là et créer à partir de ça. Merci. Et vous, Laure, Sully, est-ce que vous avez parfois aussi des accidents de parcours comme ça, des petits défauts, enfin, qui au départ peuvent être vous sembler des défauts, et puis les choses évoluent. Comment ça peut se passer pour vous? Avant de réaliser une création, je vais beaucoup réfléchir. Ça va pas se faire... si ça va se faire spontanément, mais je vais d'abord schématiser ou construire mon projet en amont. Et c'est vrai que je laisse très peu de place à l'imprévu ou aux petites défaillances. Je suis très observateur et très perfectionniste dans ce que je fais. Et du coup, je ne vais pas forcément m'attacher je vais surtout m'attacher aux petits détails et suivre ma ligne de conduite de base. Laure ? L'imprévu. Sur scène, ça arrive tout le temps, quand même. Ah, sur scène, tout le temps. Ouais. Tout le temps. Mais moi, moi aussi, hein, en plus avec le traitement, j'ai mes paroles, hein, j'ai un pupitre. Hein. De temps en temps, voilà. Mais il est là, ils sont là. Et oui, l'imprévu, oui, c'est dans ces moments aussi d'abord, chaque concert avec chaque public est différent. Et même quand on voit pas, quand il y a les projecteurs, en fait, on ressent comme une émotion commune, en fait. On a comme ça tout le mélange, toutes les émotions se mettent ensemble. Et puis, du coup, c'est exponentiel, quoi. C'est beau. Et ouais, les imprévus, c'est les musiciens, à un moment donné, il y a un accident. Et puis, c'est à des moments, à ce moment-là, on a envie de dire ça, ce soir-là, à ces spectateurs-là. Et là, elle est là, la magie, c'est que, effectivement, c'est à chaque fois unique. Et je pense d'avoir cette sensibilité et cette liberté, ça, c'est énorme. Et ouais, je crois que ça, c'est le cadeau aussi, je pense, de ma maladie. Elle me donne aussi, dans ses failles, dans ses fragilités, elle donne aussi de la liberté, comme ça, des choses électriques, des étincelles. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et après, je voulais rebondir sur la rencontre, parce qu'il y a la rencontre avec nous, on a parlé, avec de nous aux autres, des autres à nous. Et il y a aussi la rencontre quand on va parler de son projet, voilà. Et il y a la rencontre, moi, il y a eu quelque chose d'imprévu dans les rencontres. Ça a été de comprendre que je m'intégrais dans toute une histoire de l'art en lien avec la folie, avec la maladie mentale. Et ça a été vraiment imprévu. Et ça s'est fait en découvrant notamment ici sur Paris le musée Massa, le musée d'art et d'histoire de l'hôpital Sainte-Anne. Et en découvrant l'art brut, notamment à la Halle Saint-Pierre. Donc d'un coup, j'ai découvert des artistes où moi je me suis dit, mais en fait, ces artistes, alors c'est pas nécessairement mis en avant, parce que là, les questions les liens entre création et troubles psychiques et tout, alors là, c'est tout un sujet. Enfin, moi j'ai mon petit point de vue, mais je pense que nous, on a notre propre point de vue, puisque quelque part, on est les premiers intéressés. Et je veux bien avoir votre point de vue, d'ailleurs. Probablement, nous voulons bien avoir votre point de vue. Ouais. Enfin, en tout cas, voilà. Ça a été complètement fou, parce que l'imprévu, ça a été de jouer à la maison du docteur Gachet et de m'inspirer de toute cette histoire d'artistes. Après, qu'en plus, on fait des recherches à la maison du docteur Gachet. Il y avait une exposition qui s'appelait Mélancolia, art et psychiatrie au 19e siècle. Et là, j'ai découvert l'existence des balles des folles. Bon, entre-temps, j'ai fait une chanson et j'ai joué la première. Après, il y a eu le livre. Après, il y a eu le film.
Et en fait, voilà, d'un coup, je me suis dit, tiens, je vais m'inspirer aussi de l'histoire de la folie et du coup, de dire, c'était quoi ces balles des folles à la Salpêtrière. Enfin, c'était incroyable. Et voilà, du coup, on en a fait une chanson. Et j'ai découvert André Gilles, le caricaturiste, en fait, qui a fini en asile et qui a eu un traumatisme. Et ça a été pareil. D'un coup, j'ai eu quelque chose d'hyper fort de voir ces derniers dessins où il n'y a plus rien. Et c'est ça aussi la folie, et c'est ça aussi la maladie mentale. C'est qu'à des moments, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, c'est ça, c'est aussi, ça peut détruire la créativité profondément et sans retour. Et c'est tout ça, tous ces cheminements, toutes ces réflexions, où on voit qu'il n'y a pas une généralité. Et c'est pareil au niveau des psychiatres, des historiens de l'art qui étudient tout ça. En fait, chacun apporte comme ça son ressenti, ses recherches philosophiques, et qui font que on s'enrichit mutuellement. Et mon avis personnel sur les liens, oui, moi je pense qu'il y a un lien, j'en ai parlé tout à l'heure, je pense, mon trouble psychique, mon enfance, l'urgence dans laquelle je vivais, mon cerveau qui était jamais tranquille, il est toujours pas tout à fait tranquille, et je pense que et je dis merci. Voilà. Aujourd'hui, je pense que je me rencontre, quoi. Et grâce à vous. Alors, on entend aussi la prise de risque, parce qu'on prend des risques quand on s'exprime comme ça de façon créative avec une œuvre qui va être montrée, diffusée, quand on va être sur scène par exemple. Comment vous vivez cette prise de risque? Qu'est-ce qu'il y a pour vous comme risque? Qu'est-ce que vous vivez comme quelque chose de risqué et comment vous l'appréhendez? Moi, ce qui m'aide, il y a plusieurs choses qui m'aident énormément. Déjà, c'est ce besoin viscéral de transmettre mon expérience et du coup aussi de dire que le TCA, voilà, dans ce message, que ça peut être une véritable addiction. Parce que moi, dans mon parcours, voilà, il n'y avait que les cures thermales, en fait. Donc, comme je dis dans mon seul en scène, pendant 3 semaines, on vous dit quoi faire, comment le faire, à quelle heure. On agit sur vous. Enfin, on fout un Karcher et puis on a un numéro, quoi. Enfin, à mon époque, hein, j'ose espérer que ça a évolué. Donc voilà, c'est transmettre mon expérience. Et puis il y a ce qui m'aide énormément aussi, c'est de me dire, voilà, maintenant, en fait, le prétexte de mon cher corps, c'est mon parcours de rétablissement en lien avec un TCA. Mais le message plus fort et la vocation de ce seul en scène, c'est aussi sensibiliser à l'importance de la résonance du corps. Donc du coup, quand je vais sur scène, c'est cette envie d'aller vers les autres, cette rencontre de mon être créatif et des âmes des personnes, et de me dire, voilà, le message, on a tous un corps. On a tous un corps, on fait tous comme on peut. Donc il y a aussi ce message de, voilà, le prétexte, c'est mon histoire de l'ETCA, mais c'est aussi cette volonté viscérale vraiment qui me tient très fortement, de dire, voilà, on a tous un corps, on fait tous comme on peut. Donc c'est aussi remettre de l'humanité aussi aux personnes souffrant de TCA. Et prendre des risques, en fait, c'est aussi que, par exemple, la scène qui est notée dans mon script, les mécanismes. Donc, en fait, en gros, c'est une scène purement corporelle où, en fait, j'exprime les TOC, parce qu'il y a plusieurs troubles associés au TCA. Il y a les TOC, il y a l'autisme, il y a la dépression. Enfin, il y a d'autres troubles associés au TCA, pas que le TCA, malheureusement. Et donc, du coup, voilà, cette scène des mécanismes, à chaque fois, en fait, pour moi, elle est très thérapeutique parce qu'en fait, je me fous la paix en fait sur mes tocs. En fait, je me fous la paix. C'est un moment de
j'aime pas trop ce terme-là, mais de lâcher prise parce que pour moi, il veut dire tellement de choses, ce terme. C'est un peu un fourre-tout, donc. Voilà, c'est aussi c'est un moment où aussi je me fous la paix et voilà. Mais prendre des risques, en fait, ça résonne du coup en me disant prends les risques d'être moi. Et je me dis après tout. Je fais comme je peux aussi. Et c'est un peu le message aussi du seul en scène, en fait. Donc, du coup, voilà. Je me dis, je prends pas trop de risques. Je me dis, bon, on a tous un corps, on a tous un cœur, on a tous... Bon, donc on est tous des êtres humains. Voilà, moi, j'ai vécu le TCA, mais il y en a d'autres. Voilà, chacun fait comme il peut, quoi, avec ce qu'il a, quoi. Voilà. Alors, pour moi, ça va être assez différent, en fait, comme expérience, dans la mesure où, en ce qui me concerne, que ce soit, par exemple, au niveau des chansons que j'écris et des concerts que je fais, ou bien que ce soit au niveau des vidéos, c'est vrai que je ne suis pas dans cette démarche de chercher à raconter mon histoire ou de partager de telle ou telle souffrance, même si, évidemment, que on peut les percevoir aussi dans ce que j'écris. Il y a automatiquement de moi dans ce que je fais, que ce soit dans les textes ou dans les vidéos. Mais donc, je n'ai pas l'impression de me mettre, entre guillemets, en danger, comme on pourrait le penser, éventuellement en exposant ces difficultés ou ces souffrances, dans la mesure où, chez moi, c'est un petit peu en arrière-plan. Et au contraire... par exemple, je pense en particulier dans le domaine de la vidéo, qui est le mode d'expression que j'utilise le plus actuellement et auquel je recours le plus spontanément maintenant. Lorsque je me sens moins bien, j'ai très spontanément recours à la vidéo. Et en fait, je joue là encore de certaines de mes fragilités, mais sans pour autant spécialement parler de moi. Et enfin, je peux vous raconter une toute petite anecdote qui a un lien avec une petite vidéo que je vous ai fait découvrir récemment. Oui, move-toi de là, fais des movies. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On voit l'importance de sortir la tête du canapé, mais je vous laisse en dire Oui, c'est ça. plus. En fait, c'est qu'au cours de l'été, à un moment donné, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une période où j'étais un peu moins bien. J'avais plus d'énergie, plus tellement l'envie de sortir de chez moi, etc. Et donc, je passais vraiment beaucoup de temps sur mon canapé, assise, mais plus souvent même allongée sur mon canapé. Et alors que j'étais allongée comme ça, puis mécontente de moi, en me disant, mais ça commence à faire quand même pas mal de jours que tu n'as pas bougé, que tu es là. D'un seul coup, vous savez, parfois, quand on n'est pas content de soi, on a une petite voix intérieure qui nous dit, allez, secoue-toi un petit peu, sors, etc. Et moi, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, il y a une phrase qui m'est venue comme ça. Là encore, c'est quelque chose qui m'a traversée. C'est drôle, c'est une phrase avec des allitérations en F. Personne n'est parfait, hein, on fait ce qu'on peut. Et en fait, moi, cette phrase, ça a été « Quand t'as la flemme affalée sur ton sofa, move-toi de là, fais des movies. » Pouf. Mais comme ça, je vous assure, hein, j'avais cette phrase. Et cette phrase s'est mise à tourner en boucle dans ma tête. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, cette phrase qui me vient, d'abord, elle est tout à fait d'actualité, ça c'est sûr. Et puis, je me suis dit, allez, fais-le. Et donc, je me suis emparée de ça. Et je me suis mise à utiliser à la fois quelques images que j'avais dans mon ordinateur, parce que j'ai fait pas mal de petites images quand je sors de chez moi et que je suis un peu plus en forme. J'ai toujours mon téléphone portable et je fais des images comme ça, un peu à la volée. Et j'ai rajouté quelques images que j'ai tournées chez moi. Ça m'a permis de faire un tout petit film de 2 minutes, que vous pouvez d'ailleurs visionner sur le site de Mediapsy TV, qui organise les rencontres vidéo en santé mentale dont vous avez parlé ce matin. Oui, en tout cas, les rencontres vidéo Mediapsy voilà. en santé mentale, ce sera ici à nouveau pour je crois que c'est peut-être la 25e année, oui. organisée par Daniel Simonet et son équipe Mediapsy. Voilà. Et je crois que ce sera le 23 et le 24 novembre. C'est ça. Voilà, donc rendez-vous ici à nouveau pour les rencontres Mediapsy. Voilà, et donc en fait, cette petite vidéo de 2 minutes, si vous allez sur le site de Mediapsy TV, vous pourrez la visionner. Et c'est intéressant parce qu'en fait, à la fois... elle montre comment, à un moment donné, 2 minutes de vidéo à regarder
c'est quelques heures de travail devant son ordinateur, enregistrer sa voix off ou mettre une musique, faire le montage, etc. Donc pour produire 2 petites minutes qui font du bien à ceux qui la regardent et qui me font du bien à moi à ce moment-là aussi, eh bien ce sont des heures. Un peu comme ce matin, j'entendais aussi dire toutes les heures que j'ai passées à écrire mon livre, ce sont des heures pendant lesquelles je ne passe pas mon temps à aller mal, etc. Et là, de la même façon, ça m'a aidé à sortir d'un état qui n'était pas idéal et pas confortable. Je vois bien. Sur le même thème, une réaction ? Pour ma part, moi, je suis actuellement dans une phase down. Du coup, j'ai un trouble, ce qu'on appelle schizo-affectif, qui est un subtil mélange de bipolarité et de schizophrénie. Et actuellement, je suis dans cette phase où je fais rien, j'ai plus d'inspiration, plus de motivation, plus d'énergie. Et je suis beaucoup dans ce truc d'injonction où je me flagelle beaucoup en me disant il faut que tu termines ce projet, il faut que tu poursuives ce projet, il faut que tu commences de nouveaux projets. Et c'est quelque chose qui fait très mal au quotidien. Et du coup, là, je commence à, sous les conseils d'un ami, c'est un ami qui m'avait conseillé ça, j'ai toujours fait de très grands projets, des projets qui prenaient plusieurs années à être réalisés. Et un ami m'a dit, plutôt que de faire de gros projets et de t'en vouloir de ne pas pouvoir les maintenir, fais de petits projets et des choses que tu montreras pas forcément à d'autres personnes, juste des trucs qui pourraient te faire plaisir et créer pour créer en fait. Et du coup, là, actuellement, en ce moment, je fais des petites créations, donc des petits mandalas, des petits personnages en argile. Et c'est quelque chose qui, petit à petit, c'est pas encore le cas, mais je sais que petit à petit, c'est quelque chose qui va m'aider à sortir de l'eau, à sortir la tête de l'eau et à reprendre le mouvement de la créativité. C'est top. Oui. Moi, je trouve ça super. Bravo. Est-ce que vous aussi, vous avez des moments de créativité pour vous ? Vous dites, ça, a priori, ce sera pour moi. En tout cas, déjà, en premier lieu. Peut-être même, Isabelle, qu'en réalisant Move-toi de là, vous disiez, je le fais déjà pour moi. C'est ça. Je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait parce qu'il y avait cette petite phrase qui tournait en boucle dans ma tête. Et je me dis, cette phrase, elle est plutôt sympathique et drôle. Et puis, ça va me faire du bien de le faire. Et après, dans un second temps, je me suis dit, ce petit film, ça vaut le coup de le partager, qu'il soit vu par d'autres. Mais c'est vrai que dans un premier temps, je l'ai d'abord fait pour moi. Et souvent, quand je crée, que ce soit au niveau de l'écriture ou dans d'autres domaines, ce que je fais, c'est toujours, dans un premier temps, c'est déjà pour moi. Et après, je me dis, est-ce que je partage ? Est-ce que je partage pas ? Cette chanson que j'ai écrite, est-ce qu'on la proposera pour un concert ou pas ? Ça, c'est après au feeling. Mais dans un premier temps, c'est vraiment pour moi. Au quotidien, qu'est-ce que vous avez inventé, créé pour vous sentir bien ? Je pense que oui, il y a quand on écrit, on a envie d'aborder tel sujet. Moi, je vois que, par exemple, ma découverte justement de l'art brut, où là, on a affaire à des artistes qui créent que pour eux, principalement vraiment que pour eux. Je pense que d'abord, on fait quand même pour soi, parce que avant de le partager, on le fait pour soi parce que c'est au moment où on est bien, où on est OK avec, par exemple, si c'est une chanson, avec le texte et la mélodie. D'abord, ça danse un peu, ça commence à devenir fluide. Et là, oui, je crois qu'il y a cette première étape, inévitablement, c'est pour soi. Après, prise de risque, c'est quand, à un moment donné, je sais pas, il y a comme des rayons
voilà, c'est la terre qui s'ouvre, tout ça. Et là, là, il y a tout et rien, et il y a voilà, les galaxies et je sais pas, la naissance de la matière. Mais je pense que, voilà, en tout cas, ce qui est super, c'est d'être avec les extraterrestres. Nous, quoi. Ben, voilà. Nous tous. Et on peut voilà, se parler, on peut se dire tout de suite ce qu'on a. Voilà, enfin, on va direct au sujet. Et ça, c'est la magie. Et je crois que ce que m'apporte cette histoire de chanson, c'est ça, quoi. C'est de rencontrer d'autres extraterrestres qui créent. D'autres enseignements que vous pouvez nous faire partager? Moi, ce qui m'est venu, c'est en fait, c'est que finalement, on m'entend? Oui. Finalement, j'apprends à être en vie, donc envie, aller vers l'envie, par en fait le pouvoir, j'ai le droit, que la créativité me procure. C'est-à-dire que du coup, la créativité, elle est partout, elle n'est pas forcément... parce que quand je vois le boulot que ça demande pour produire mon cher corps, voilà, ça justement, voilà. En ce moment, pour moi, ce qui est très compliqué, c'est parce que je suis l'autrice et l'interprète quand même du seul en scène. Ça me prend 5% en vrai. Et tout le reste, je pense que ça va résonner fort, c'est très fort, c'est les mails, c'est l'ordinateur, c'est vendre le projet, donc être chargé de prod, chargé de communication, chargé comptable, RH un peu, parce que du coup, je suis entourée d'une équipe, hein, mon metteur en scène et le pianiste et ma coach vocale, donc il y a un peu de RH finalement. Donc du coup, forcément, j'ai envie que tout le monde soit bien. Voilà. Donc j'apprends aussi à être bien aussi. Mais donc du coup, à pas m'oublier, ça c'est un petit warning. Mais voilà, donc pour moi en ce moment, c'est vrai que pour vous parler très franchement et très concrètement, en ce moment pour moi c'est très compliqué de prendre soin justement de ma créativité parce que justement tout ce qui passe par-dessus, c'est faire vivre mon cher corps tout simplement. Et du coup, là depuis 2-3 jours, j'essaie d'être intransigeante sur mon bien-être, donc sur ma créativité. Et donc, parce que je sais que je suis intransigeante dans mon travail, voilà, c'est mon côté très hyper contrôle. Voilà. Hashtag TCA, entre autres. Et du coup, j'essaie d'être intransigeante. Par exemple, la créativité en me faisant un plat le midi. Voilà. De quoi j'ai envie, donc me connecter à mon corps. Quelle couleur j'ai envie de voir, quelle odeur j'ai envie de sentir, quelle texture j'ai envie de sentir dans ma bouche. Voilà. Ça, pour moi, la créativité, elle peut aussi passer par là, quoi, en fait. Donc, c'est faire de sa vie, la créativité, quoi. Ouais. C'est un ingrédient essentiel pour la vie de chacun, chacune, en fait. Voilà, sinon, on a tous une mauvaise santé mentale, j'ai envie de dire. Et vous, quels ingrédients de créativité vous saupoudrez dans votre cuisine journalière? Oui, en fait, ce qui me vient à l'esprit comme image, et c'est vrai que c'est une image qui me vient très souvent, c'est... tout à l'heure, on a parlé on est là pour parler du rétablissement. Le rétablissement m'évoque un mot, c'est le mot équilibre. J'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup employé ce terme. C'est vrai, et c'est un grand sujet pour vous. Oui, ça m'a beaucoup frappé qu'on ne parle pas beaucoup d'équilibre. Enfin, mais c'est sous-jacent dans nos propos. Alors, juste au passage, on a une illustration de Sulicate qu'on regardait d'ailleurs ensemble, hein, où on a une funambule magnifique sur un fil. Enfin, j'espère que vous l'avez vu un peu sur les réseaux sociaux circuler. Voilà, très belle illustration. Donc, on revient à cette notion d'équilibre. Voilà, et cette notion d'équilibre, pour moi, l'équilibre, là, on parle aujourd'hui de santé mentale, donc on parle de l'équilibre psychique, mais pour moi, c'est vraiment la même chose que quand il s'agit de parler d'équilibre physique.
on ne se rend pas compte que quand on marche, on passe notre temps à essayer de ne pas tomber. On ne s'en rend pas compte parce qu'on le fait inconsciemment quand on marche. Et c'est seulement quand on perd l'équilibre qu'on se rend compte qu'on fait un effort de rétablissement pour se redresser et ne pas tomber, pour se maintenir en équilibre. Et pour moi, la notion de rétablissement, c'est une notion de mouvement. C'est-à-dire qu'on fait l'acte de se rétablir et de rétablir un déséquilibre et de retrouver un équilibre. Et donc, c'est vrai que j'ai moi aussi souvent cette image de l'équilibriste, du funambule. Et en plus, c'est toujours très beau, je trouve, un funambule sur son fil, ce fil qui a l'air tellement petit par rapport à une personne. Enfin, c'est assez extraordinaire. Et là où je voulais juste en venir, puisqu'on parle de création, c'est que j'ai souvent en tête l'idée que dans mes activités créatives, je suis un petit peu comme l'araignée. Alors, je ne vous cache pas que j'ai peur des araignées, donc je ne vais pas trop détailler les araignées, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le fil qu'elle produit. Ce fil d'araignée qui est à la fois solide et fragile. Il est tellement solide qu'il y a des scientifiques qui l'étudient pour pouvoir le reproduire à une échelle beaucoup plus grande pour faire des câbles extrêmement solides pour tenir des ponts. Et en même temps, il est très fragile. Eh bien, moi, je me dis que je suis un peu comme une araignée qui produit son propre fil. Et ce fil, c'est ce fil sur lequel je marche. Donc, quand je crée, quelles que soient mes créations artistiques, eh bien, je produis le fil sur lequel j'avance. Donc, je trace moi-même la route sur laquelle j'avance. Et en même temps, ce fil, il est en moi et il est devant moi. Donc, je suis en train d'écrire mon chemin, d'écrire mon destin, d'écrire mon avenir, avec tous les imprévus là aussi, parce que je ne sais pas, je ne suis pas Madame Irma. Mais j'avance comme ça. Et pour associer quelque chose à la notion du fil également, c'est que souvent, je me dis que toutes les personnes qui traversent des moments de souffrance psychique, on devient des experts dans l'art de tisser du fil à retordre. On passe notre temps à tisser à l'intérieur de soi pour soit se rassembler et ensuite on tisse par les créations que l'on fait, on tisse vers les autres, on tisse aussi avec ce que l'on voit autour de nous. Ça a été dit, effectivement, on se nourrit de ce qui se passe autour de nous. Donc ce sont des fils qu'on fait courir un peu partout. Ce sont pas ce tissage, cette toile d'araignée que j'évoque, c'est pas une toile qui vole en l'air. Elle est toujours arrimée à une réalité, à un environnement, à des personnes, à une histoire, à des rencontres. C'est un peu ça que j'avais envie de dire. Merci. Ouais, et pas perdre le fil. Il me semble que c'est l'heure de passer aux questions. C'est ça, hein, Pascal, non? Oui. Alors, ça y est, on a des micros qui vont pouvoir circuler. Je vois une main qui se lève au milieu, devant, au milieu. Voilà, monsieur, on va écouter la question de monsieur. Je voulais juste savoir, surtout avec Isabelle et Laure, si ça vous était déjà arrivé de travailler avec un autre artiste, ou si là, à l'occasion de cette table ronde, ça vous donne envie de travailler ensemble, et de savoir comment ça faisait d'avoir deux univers forts qui se rencontrent. Ce que je peux dire comme ça spontanément en répondant pour répondre à votre question, je travaille avec d'autres artistes, mais en fait pas d'autres artistes qui écrivent des chansons, mais avec un guitariste, une chanteuse et une accordéoniste qui nous accompagnent, parce que notre petit groupe qui s'appelle Fip Tazik, on est donc 4. Mais par contre, ça ne me déplairait pas de travailler avec d'autres artistes, mais je sais qu'en ce qui me concerne, je n'ai pas le désir ou l'envie ou le désir de créer, notamment au niveau des chansons, directement sur ma souffrance, même si elle peut transparaître à certains moments ou dans certains textes, mais j'ai pas tellement envie de travailler sur cet axe-là. J'ai plus envie de laisser mon imaginaire comme ça aller là où il me conduit. Mais ça ne veut pas dire que je n'aurais pas envie de travailler avec d'autres artistes et de co-créer. Ça me plairait bien. Mais pas avec... je sens que je n'ai pas envie d'aller sur cette voie-là. Merci Isabelle. Laure, une réponse à cette question de votre côté? Donc, la question, c'était si je travaille avec d'autres artistes. Oui, moi j'ai les premières chansons
Donc, elles sont coécrites avec Virginie Joannet. Et première collaboration depuis des années, c'était avec un batteur, Bruno Jossuet. Après, un peu plus tard, une violoncelliste aussi. Et là, je viens m'installer un peu plus sur Paris. Et donc là, je commence à travailler là, mais avec des jeunes musiciens. Parce que j'ai envie d'être dans la transmission aussi de... Voilà, et je sais voilà, que les jeunes aussi, la santé mentale, et avec aussi l'énergie, voilà, j'ai envie que ça apporte aussi un regard neuf, un ressenti aussi, voilà, leur ressenti aussi de la santé mentale aujourd'hui. Après, ce matin aussi, on parlait de l'environnement, enfin, il y avait des questions. Voilà, aussi, il y a toutes ces questions que vivent nos jeunes aujourd'hui, et les moins jeunes, et nous. Enfin, bon. Voilà, oui. Et donc là, si je commence à démarrer une nouvelle collaboration. Voilà. Est-ce que voilà. Après, c'est les rencontres. Voilà, ça se fait pas. Puis après, il y a des univers assez forts qui vont pas forcément collaborer ou collaborer pas à ce moment-là, mais un peu plus tard, parce que peut y avoir des je sais pas, des sujets communs. Voilà. Je sais pas. Merci Laure. Une autre question. Je vois, oui, une jeune femme qui a le micro en main. Allez-y, madame. Avant tout, merci beaucoup pour ce témoignage. Ça résonne beaucoup. Je pense que j'ai fait un parcours un peu différent. Parce que moi, j'ai eu toute une vie d'artiste et finalement, j'ai eu un diagnostic très tardif d'un syndrome génétique, physique et du reste, TDAH et tout ce qui vient avec. Alors, ce qui, Nathalie, Isabelle ont parlé, pour moi, ça sonne beaucoup et je pense que c'est des questions très importantes, l'équilibre. Et ce que Nathalie a parlé de quand on fait une création, on a tellement d'autres choses à gérer que la créativité, finalement, ça devient une chose avec laquelle on s'occupe 5%. Par rapport à l'équilibre, vous avez parlé de l'équilibre mental, l'équilibre physique, mais une question pour vous tous, et l'équilibre, je ne sais pas comment on dirait, l'équilibre pratique, un équilibre de vie pratique, financier et tout cela. Parce que je pense qu'avant d'arriver à la situation d'être « je crée pour moi », il faut garantir votre survie. Et là, ça résonne un peu que Sully a dit tout au début. Il a dit qu'il s'est autorisé à être mal et accepter le flou et l'errance médicale. Mais en pratique, vous avez à ce point-là, vous aviez un suivi, vous étiez suivi, vous étiez médicalisé, vous étiez aidé. Pour arriver à ce point de faire ces rencontres, je pense qu'il a tout un parcours qu'on passe pour arriver à ce moment où on peut créer. On en a parlé ce matin, ça beaucoup. Suis. Oui, l'équilibre pratique, moi au quotidien, ça va être... J'ai toujours été dans des écoles pour ma part. Enfin, j'ai fait 3 écoles différentes, 3 écoles d'art. Une école de design, une école d'illustration et une école de les Beaux-Arts à Toulouse. Et du coup, j'avais pas forcément besoin de subvenir à mes besoins, sachant que j'avais la bourse scolaire et que je pouvais m'épanouir pleinement dans mes études et pouvoir créer en parallèle de ce que je faisais déjà. Mais là, vu que j'ai arrêté mes études, je vais commencer une formation d'aide à domicile pour personnes handicapées pour pouvoir justement subvenir à mes besoins à côté et continuer ma création personnelle. Et voilà, d'un point de vue pratique, c'est ce qui se dégage actuellement. Merci, Sully. Nathalie ? Moi, par exemple, justement, c'est l'un des gros sujets en ce moment. C'est pour ça que, du coup, je me dis, voilà, mon besoin primaire, il faut que je réponde à mon besoin primaire, qui est la sécurité financière.
Voilà. C'est vrai que ça me saoule énormément parce que dans ma créativité, ça revient toujours au fric, et ça, je n'en peux plus. Mais bon, c'est comme ça. Donc, du coup, je me suis dit, pour m'apaiser, pour répondre à ce besoin primaire dit de sécurité, je me suis dit, pourquoi pas essayer de trouver un temps partiel à côté dans l'accompagnement. Parce qu'en fait, moi, mon seul en scène, Mon cher corps, il fait partie de mon activité que j'ai créée, Risiona, qui veut dire résonne en italien, et où je fais de l'accompagnement en individuel, en collectif, et ce seul en scène, justement. Donc, du coup, vu que ça fait même 1 an que j'ai créé Risiona, du coup, forcément, hein, je roule pas sur l'or. Donc, du coup, voilà, là, je suis en train de vouloir chercher un temps partiel dans l'accompagnement, quand même, pour justement trouver ce fameux équilibre. Voilà. En une phrase très courte, disons que ma situation personnelle me permet de ne pas avoir cette angoisse permanente de me dire comment je vais faire à la fin du mois, etc. Et donc j'ai la chance, le privilège de pouvoir me consacrer à mes créations artistiques diverses sans l'angoisse de me dire est-ce qu'elles seront financées, est-ce que ça va me rapporter de l'argent. Enfin, voilà, j'ai une situation qui est quand même assez sécure et je me sens très privilégiée. On a le temps peut-être pour encore une question, si quelqu'un ou quelqu'une souhaite la poser. Oui, au premier rang. Au premier rang, s'il vous plaît. Oui, ici au centre. Monsieur. Oui, merci beaucoup pour tous vos témoignages. Pour revenir sur les vocabulaires, Madame, vous disiez que le mot patient pouvait vous embêter. Ça fait référence aussi à un autre mot qu'on n'a pas du tout utilisé ce matin et pourtant dont on entend parler tout le temps, c'est les maladies mentales. On n'a pas parlé de maladie, on a parlé de troubles ce matin. Et moi, ça me va très bien. Et si je pouvais repartir ce soir avec un autre mot que patient, j'en serais très heureux. Voilà. Ça a été repris par beaucoup de monde, je crois. Quand j'ai entendu, c'est Laure, je crois, dire je suis bipolaire, moi j'ai eu un énorme mal à dire je suis bipolaire. Elle s'est reprise tout de suite. Hein. Vous avez vu, elle a dit je vis avec un trouble bipolaire. Pour la simple raison que... Moi, quand même, on le met à côté. Pour la simple raison que, en termes de stigmatisation, moi il y a 10 ans, on m'aurait dit, quelqu'un m'aurait dit je suis bipolaire, je serais parti en disant mais qu'est-ce qui me fait celui-là ? Donc déjà, c'est une stigmatisation très importante. Et sur une note d'humour, je dirais qu'une dame d'un groupe de parole auquel je participe a trouvé un très très joli mot qui s'appelle les bipotes. Les bipotes. Donc quand on s'envoie des messages sur nos groupes WhatsApp, on parle des bipotes. C'est elle qui a créé le oui. Site, un jour, Internet, non. On a un groupe WhatsApp où Bipote. on discute ensemble entre les groupes de parole. Et un jour, elle nous a dit bonjour les bipotes. D'accord. C'est tout. Parce que vous êtes pas sans savoir qu'il y a un site Internet qui s'appelle Bipote. Ah non. Ah voilà, il y a un forum qui est une mine d'informations pour les troubles bipolaires qui s'appelle Les Bipotes ou le forum des bipotes. Enfin. Voilà, on y trouve énormément d'informations. Donc le terme bipote, effectivement, est tout à fait sympathique. Oui, Laure, absolument. Bien sûr. C'est une question qui revient souvent. Il y a 2 questions. Il y a une qui revient souvent, c'est le fait de dire artiste bipolaire ou chanson bipolaire. Parce que la grande question, c'est est-ce que je suis d'abord une artiste ? Pourquoi mettre en avant la bipolarité et tout ça ? Mais... pour moi, en fait, à l'époque de mes grands-mères et ma mère, ça s'appelait la psychose maniaco-dépressive. À l'époque de Gachet, quand il était interne chez Falleret à la Salpêtrière, c'était la folie circulaire. Moi, j'aime beaucoup ça. Donc, parce que justement, je pense qu'on a nos hauts et nos bas, mais dans un cercle. Et voilà, j'aime beaucoup la folie circulaire. Mais c'est vrai que moi, je crois qu'on est chacun différent par rapport à ça. C'est-à-dire, si on est à l'aise dans le fait de dire je suis bipolaire, par exemple, bipolaire, moi, ça me dérange par rapport à... J'aimais bien, parce que je trouve que ça lisse, bipolaire. Je trouve que ça, voilà, on peut tous dire qu'on est un peu bipolaire. Quand on le dit, tout le monde est un petit peu bipolaire. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je dis souvent, c'est même quelqu'un qui est sur un fauteuil roulant, on ne lui dit pas « Est-ce que tu es un petit peu en fauteuil roulant ?»
Voilà. Et je pense que moi, par exemple, je ne suis pas un petit peu bipolaire ou un petit peu vivant avec un trouble psychique ou en situation de handicap ou malade mentale ou folle. Et je crois que ça, c'est quelque chose de vraiment intime, ce lien. Et c'est vrai que moi, de ce côté-là, je suis complètement décomplexée. Mais complètement. Et avec le mot folie, j'aime le mot folie, vraiment. Parce que pour moi, mon vécu d'avoir passé dans les Pointillés 6 ans au lit, 6 ans de ma vie au lit, pour moi, ça, c'est la folie. Passer à voir son enfant de 3 ans, de 1 an, 2 ans, et rien ressentir, ça, c'est la folie. Et voilà, et je pense que de ce côté-là, on est chacun dans ce rapport. C'est comme le lien créativité et troubles psychiques en nous. Je pense que c'est voilà, et c'est pour ça. Et voilà, et moi je dis fuck, voilà, et j'ai envie de dire chanson bipolaire, et j'ai envie de dire et fuck et merde, puisque en fait, voilà, je suis la première. Voilà ma réponse. Mais bipote, j'adore aussi. Hein. Bipote. Et ben voilà, fuck. Non, ce sera plutôt thank you. Merci beaucoup pour cette table ronde. Merci à tous les 4. Silicate, Laure Mollier, Isabelle Le Gouic, Nathalie Barthes.